Les meilleurs ouvriers de France dans le monde, c'est l'image de l'excellence. Et on a une chance extraordinaire de les avoir parce que quand on réfléchit à ce qu'est la France pour l'ensemble du monde, alors c'est le patrimoine immobilier, c'est l'histoire de France, c'est la Révolution française, c'est la langue française, mais c'est aussi la gastronomie et la qualité de notre artisanat, et en particulier tout ce qui concerne la nourriture. Donc, et les gens sont de plus en plus sensibles à la qualité. Et les MOF, c'est l'excellence dans ce domaine. En France, il n'y a que des belles régions et partout il y a des spécificités et partout cette excellence à la française fait qu'on est le premier pays touristique, j'espère qu'on va le rester et je pense que la cuisine, tout ce qui englobe cette restauration fait que demain on sera encore sur le devant de la scène par rapport à ces métiers qui nous portent et qu'on apprécie beaucoup parce qu'on aime bien manger aussi. Et on a la chance d'avoir un savoir-faire, on a la chance d'avoir, vous avez vu, regardez, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, des terroirs, des fermiers, des vaches. C'est une chaîne qui fait qu'aujourd'hui la France est le pays du fromage. Dans les années 1910, 1913, on était dans une situation un peu analogue à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte de tension au niveau économique, au niveau social. Et le journaliste Lucien Clotz a bien compris qu'il fallait que les gens qui sont investis dans le monde du travail, donc le monde ouvrier, pour qu'en 1923, il a commencé par mettre en forme une exposition nationale de un des meilleurs ouvriers de France. Et en 1929, un meilleur ouvrier de France de 1924, qui s'appelle René Petit, ébéniste, nous a dit il faut que le monde ouvrier, comme le font les artistes, comme pour la Palme de cinéma à Cannes, comme pour le Molière au théâtre, il faut que les meilleurs ouvriers de France ne rentrent pas dans l'anonymat et créer la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, ce qui a été fait. Les métiers de bouche, à un moment donné, c'est les métiers qui n'ont peut-être pas été dès le départ, mais qui aujourd'hui sont la locomotive de notre concours. Bonjour. J'ai commencé à l'âge de 15 ans en faisant les marchés parce que j'ai tout de suite senti en moi l'âme d'un vendeur, quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur un produit par rapport au client. La beauté du produit, la joie de vendre le produit, la joie d'expliquer aux gens comment on cuisine le produit et puis aussi la joie de voir la fabrication et l'affinage d'un produit. Donc quelque part, dès l'âge de 15 ans, j'ai su que l'école, c'était pas pour moi et j'allais aller tout de suite dans un magasin. Mais un jour, son instituteur était dans la boutique et il a dit que Bernard était nul à l'école. Alors c'est un espoir pour tous les jeunes parce que je crois qu'il a bien réussi sa vie. Et à 20 ans, j'ai acheté mon magasin, la fromagerie Les Alpages à Grenoble, rue de Strasbourg, et j'ai signé le compromis, j'avais pas 20 ans. Je suis cliente depuis 27 ans, depuis que Bernard est installé rue de Strasbourg. Et chaque fois qu'on a besoin d'un plateau de fromage, on laisse Bernard nous en composer un à sa guise, parce que c'est toujours délicieux et bien choisi. Aucune banque m'a prêté, c'était pas la mode de prêter un jeune de 20 ans. Les gens autour de moi que je servais au marché m'ont fait confiance, m'ont prêté de l'argent. Et la dame à qui j'ai acheté m'a fait un crédit vendeur, comme ça peut se faire. Et là, l'engouement s'est pris, on avait de plus en plus de clients, le fromage commençait à devenir à la mode, et puis après, il y a eu ces concours. On est dans une moyenne de 3000, 3500 inscriptions, donc des pré-inscrits ou des inscrits pour le concours. On est en finale sur ces 3500 au dernier concours, on va citer les chiffres, 3284 inscrits, 225 reçus. Je pense qu'il n'y a aucun concours en France visé par l'éducation nationale où il y a tellement peu de reçus. Donc c'est quand même une preuve de technicité, de jugement rigoureux et d'abnégation pour pouvoir réussir. On ne vient pas la fleur au fusil passer ce concours, c'est pas possible. En 2000, on a créé le concours des meilleurs ouvriers de France et je me suis dit pourquoi pas moi.
Et donc avec Mireille, on a loué une bagnole, on est monté à Paris. J'avais loué une Honda Break. Et quand je suis arrivé au concours à Rungis, je me suis garé en marche arrière et autour de moi, ils avaient tous des semi-remorques. Et là, j'ai compris, en 2000, je me suis dit, je crois que j'ai un peu de retard ou pas assez d'avance. Et du coup, le concours s'est passé, j'ai été illuminé. J'ai attrapé le président, j'ai fait, regardez-moi bien, parce que je suis venu, mais je vais revenir. Et tant qu'il n'est pas là, vous allez me revoir. Le jour J, où il faut être en forme, si vous ne l'êtes pas, je pense que c'est comme pour un athlète, il est peut-être facile de trébucher ou de tomber ou de ne pas avoir le final nécessaire pour réussir. Voilà la différence. Ça a été 2000, ça a été 2004, pareil, j'ai fait des erreurs. Et 2007, janvier 2007, avec Rodolphe Lemeunier, on a été meilleurs de France tous les deux. On ne pardonne rien quoi, pour être très terre à terre. Tu as des épreuves d'affinage, tu as des épreuves de dégustation à l'aveugle, où tu dégustes des produits que les jurys t'amènent. Tu as des épreuves de dégustation faites avec les fromages que tu amènes qui sont affinés, que tu donnes au jury pour déguster. Tu as des épreuves de vente, tu as des épreuves d'anglais. Enfin, tu as 16 ou 17 épreuves. C'est vraiment le concours qui te prend et qui te monte en haut. C'est une concrétisation du métier. Il est vrai que tout ça nous donne de l'aura parce que tout le monde sait que ce n'est pas gagné d'avance, il faut faire un effort. Il y a 20 ans, le fromage était... Tu achetais du fromage pour te nourrir. C'était un achat primaire. Tu allais chez le fromager et tu achetais du fromage pour manger. Aujourd'hui, il y a une telle évolution du métier qu'aujourd'hui, ce n'est plus un achat primaire, c'est un achat cadeau. C'est peut-être nous maintenant, en tant que meilleurs ouvriers de France, on a su expliquer aux gens, développer l'art gastronomique fromager. Et maintenant, le fromage est devenu une pièce maîtresse dans tous les cocktails. J'avais invité au Quai d'Orsay, qui n'est pas exactement habitué à ça, une série de fromagers extraordinaires et l'ensemble des ambassadeurs du monde entier. Et c'est une rencontre qui a été vraiment très positive d'un côté comme de l'autre, mais en plus qui a des retombées économiques. Parce que, ça fournit de l'emploi, ça fournit de l'exportation, ça fait travailler tout un secteur et c'est une image extrêmement positive de la France. Et pour conclure, je vous propose de signer tous ensemble cette soirée d'une formule inspirée de votre univers de la politique et des relations internationales. Une formule qui dirait « Ne vous demandez pas ce que le fromage peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le fromage. » Merci. Ça, c'est les boulettes d'Avenne, ça, non? Ouais. Ah non, attention, je la pense. Les ambassadeurs qui étaient à l'étranger, ils étaient là, ils disaient « Oh my God !» Ils étaient là, ils arrivaient et ils faisaient la queue pour manger du fromage. En France, le seul produit qui ne se copie pas, qui ne se duplique pas, aujourd'hui, c'est le fromage. Ça veut dire qu'en gastronomie, j'entends, ça veut dire que le pinard, on en fait de partout. Ça veut dire que la viande, aujourd'hui, on a des viandes d'autres pays qui sont aussi bonnes, voire meilleures. Et on peut chercher. Il n'y a pas deuxième pays du fromage. Le fromage, c'est la France. Et après la défaite de Napoléon, Waterloo, il y a le congrès de Vienne. Et la France y arrive en difficulté. Talleyrand représente la France au congrès de Vienne et il a l'idée d'organiser un concours des meilleurs fromages. Bon, alors chacun défend son fromage. Alors l'anglais défend le Stilton, le prussien, tel ou tel fromage. Et Talleyrand dit, moi, vraiment le fromage
pour moi, le roi des fromages, c'est le brie de Meaux. Et un de ses collègues qui avait la dent dure dit oui, c'est le seul roi que tu n'aies pas trahi. On a fait le plus grand plateau de fromage du monde. On a fait un plateau de fromage qui faisait 8 mètres sur 8 mètres. Et on avait mis en 89 479 variétés. Alors ce fromage, il s'appelle Estival. Donc, Estival, il n'est pas fabriqué que l'été. Si, Non. on peut principalement que C'est l'été. ça, c'est pour Avec ça que c'est du lait l'estive. pâturé. Avec du lait Pâturé. pâturé. Donc Donc- ça veut dire que les vaches sont toujours à l'extérieur. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça part du printemps à l'automne. Là, on voit qu'effectivement, ces fromages ont été fabriqués le 21 mai. Tu les frottes combien de fois par semaine? 2 fois. 2 fois. Et c'est toi qui les retournes. Voilà. On les sale à sec et après on les frotte le lendemain. C'est petit mais costaud parce que retourner les meules comme ça, tout seul tu les retournes? Tout seul. Ah ouais. On va voir, on va aller un peu plus loin, on va avancer sur les affinages pour voir un peu l'évolution des croûtes et des fromages en durée d'affinage. Là, on a 1 an maximum, je crois. Voilà, les plus vieux qu'on a, c'est 1 an. Ça commence à être des fromages qui sont élevés. Et là, on va voir une pâte qui est plus jaune, beaucoup plus jaune. Qui a de l'odeur. Voilà, là on a du goût. goût, là. Voilà. Et là on est sur les fromages qui ont été fabriqués il y a 1 an. Il y a 1 an, au mois de mai l'année dernière. Et on voit, voilà. Donc je ne sais pas si vous arrivez à avoir le bruit. Là on est sur un bruit. On voit qu'il n'y a pas d'ouverture. Alors la lainure, il la détecte à l'oreille. À l'oreille, c'est un geste, c'est vraiment le truc. Ça résonne bien. Voilà, le caviste est là, c'est un bruit de résonance. Et là, effectivement, quand on a un bruit comme ça, c'est les fromages qu'il faut faire passer plus rapidement parce que la durée de garde est très réduite. Pour une meule de 40 kg, on a 400 litres de lait. Ouais, le rendement, c'est 10%. C'est 10%. Ouais. Et donc, en fin d'affinage, on va arriver à une moyenne entre 35 et 38 kg. Voilà. C'est encore une fois de plus le moyen de valoriser le lait au maximum. Et effectivement, plus les pièces sont grosses, plus c'est des pièces de garde et qui ont été faites à l'origine pour effectivement passer l'hiver, pour que les paysans et les fermiers et toute la famille puissent passer l'hiver avec des gros fromages. Ça permet de gérer le pic de lait au printemps. Il existe ce qu'on appelle les familles de fromage, les croûtes fleuries, donc les choses comme les camemberts, les bries, les Neuchâtel, les choses comme ça, c'est des fabrications différentes. Il y a les pâtes cuites comme les comtés, il y a la famille des fromages de chèvre, il y a la famille des croûtes lavées, il y a énormément de familles de fromages. Chaque famille a elle-même 10, 15, 20, 50 variétés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'une famille de fromages, c'est presque un pays entier qui va parler. On parle des pâtes cuites, il y a les comtés, les Beaufort, et c'est dur à tout citer. Après, on a nos voisins, on parle de la France, certes, nos voisins suisses font des fromages aussi exceptionnels. Dans le monde entier, tu parles de fromage, il y a un mot qui sort, c'est camembert. C'est le mot le plus parlé en fromage. Et on voit ces fleurs blanches sur le fromage que tu as envie de caresser tellement elles sont belles. C'est moelleux, c'est sensuel. Après, on parle de fromage comme des époisses, des croûtes lavées. Ce qu'on appelle lavé, c'est que le fromage est lavé soit avec de l'alcool, soit avec de l'eau, soit avec du marc de champagne. Chaque fermier, chaque région a ses tendances. Je veux dire, en Bourgogne, on lave avec du marc. Au-dessus de Reims, on lave avec du champagne. En Alsace, avec du marc de Gewürztraminer. Donc chaque région s'identifie. Chaque région s'identifie avec son fromage. Et on a aussi un gros avantage en fromage, c'est que souvent, le fromage porte le nom du village d'où il vient. On parle de Beaufort, on parle de Chartreuse, les Saintes-Maures, les Pouligny, les Valençay. Et chaque personne, quand il est à l'autre bout du monde, d'où tu viens, et le gars, il dit « moi, je viens de Valençay » ou « je viens de Beaufort ». Et ça, c'est une identification nationale.
c'est peut-être le seul d'ailleurs, c'est un bleu qui a changé le nom. Avant, on appelait le bleu de Sassenage. Communément, c'était le bleu de Sassenage. Et quand l'AOP, ils ont demandé l'AOP, et comme il n'y a pas de bleus qui sont fabriqués à Sassenage, ils ont fait l'appellation bleu du Vercors Sassenage. Donc maintenant, c'est bleu du Vercors. Mais plus communément au magasin, c'est vrai qu'on a l'habitude, par défaut, de l'appeler bleu de Sassenage. Mais le nom, c'est bleu du Vercors Sassenage. Et au magasin, on en descendra la petite cave. J'ai fait une petite cave dessous et on en descendra des bleus. Ça va être chouette aussi. Pour la fabrication du bleu du Vercors, j'ai mis la traite d'hier soir et la traite de ce matin. Donc j'ai 500 litres de lait dans la cuve. Ensuite, je l'ai chauffé à 36 degrés. 500 litres de lait en rendement, t'es quoi, 10% un petit peu plus quand même. Un peu plus? Oui, légèrement plus. Ensuite, j'ai chauffé le lait à température 36 degrés 36, c'est chaud quand même. pour le développement des bactéries. Donc à ce moment-là, j'ai mis un levain que je fais moi-même avec mes vaches. Et c'est un peu comme une personne qui ferait son propre levain pour le pain. Moi, c'est un peu le même principe. Je récupère sur quelques animaux que je connais, je récupère des échantillons de lait. Donc là, je rajoute des bactéries lactiques. Et ça me permet d'avoir une typicité bien propre à mon exploitation. Tu fais combien de bleus par jour? Là, je vais faire à peu près 14 bleus. 14 bleus? Voilà. 14 fois 4 kg, pour 4 kg. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le tranche-cahier qu'on place juste avant l'emprésurage, qu'on va le mettre dans la cuve, et le caillage va se faire au Pour casser le cahier. C'est exact. Donc là, ce qu'on veut pour la fabrication du bleu, c'est des grains réguliers, bien plus gros que les grains de maïs. Et ensuite, on va les égoutter. Là, je contrôle l'acidification des bactéries. Donc mon pH-mètre m'indique une descente de pH. Donc les bactéries, elles sont présentes, elles sont là. Et voilà, c'était le moment d'emprésurer. Alors là, je vais arrêter le brassage du lait pour que la présure agisse. Et donc là, on va obtenir un beau yaourt dans une petite demi-heure. Là, donc c'est ce qu'on appelle la présure. C'est tiré de la caille des veaux, le 4e estomac du veau, des veaux de lait. C'est vrai que c'est le seul truc qui fait passer le lait de l'état liquide à l'état solide. Donc 9 heures. Alors là, je suis en train de regarder le moment où ça va passer de l'état liquide à l'état solide. Et lorsqu'il passera à l'état solide, on va le noter, ça va nous aider pour la suite de la fabrication. Là, c'est les gestes techniques qui sont capitales, quoi, si tu veux. Et là, s'il n'y a pas l'homme, tu ne peux pas le faire, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant chez les fermiers, c'est que tous les gestes sont calculés, sont mesurés et sont précis surtout. Voilà, on obtient juste un tout petit gel léger qu'on va laisser durcir encore une bonne demi-heure. On a la chance d'être dans une région gastronomiquement facile pour le fromage. C'est vrai que quand vous parlez à quelqu'un qui est à Marseille, c'est pas pareil. Nous, à Grenoble, on a énormément de fermiers autour de chez nous. On prend un compas, on met 2 heures, on tourne et on en a énormément. Ça veut dire que le fermier fabrique et nous amène le produit. Et pour nous, c'est merveilleux que le fermier nous fasse confiance. C'est une confiance réciproque. Et on va aujourd'hui au magasin, on a 80% des produits au lait cru fermiers. Voilà.
Donc là, on va tirer le tranche-caillé pour faire des morceaux de grains, des grains de caillé. Donc là, on vient de découper le caillé en petits cubes. Ensuite, on va retrancher encore une fois le caillé. On croirait des gestes anodins, mais c'est quand même des gestes qui sont très précis. Trancher le caillé a une grande importance pour la qualité du fromage. Donc là, on obtient des grains de caillé assez gros et l'objectif, ça va d'être de faire sortir le petit lait qu'ils contiennent et coiffer aussi le grain qui est typique aux pâtes persillées, c'est-à-dire leur faire une petite pellicule autour du grain avant de les mettre en moule. Et l'objectif, c'est, quand on va les mettre en moule, c'est justement qu'ils ne se réagglomèrent pas tous, qu'on crée ces cavités qu'on a besoin pour le développement du bleu. Quand on mène une fabrication, c'est une matière qui est vivante, Ouais. et ça se joue une histoire de 5 minutes entre un bon bleu et un bleu qui va être moins joli. Ouais. C'est un peu comme dans la cuisine, si vous laissez à un moment donné un gâteau trop longtemps dans le four alors qu'il est cuit, bah, vous n'obtenez pas le même produit pour l'histoire de 5 minutes. Ouais. Mais là, on voit vraiment que la présence de l'être humain est vraiment indispensable. Et c'est ce qui fait aussi la valeur du produit. Là, au brassage, pour vraiment séparer les deux matières, la matière solide et la matière liquide. Et là, on voit vraiment l'œil du maître qui regarde et qui choisit les morceaux à recouper. Et ça, il n'y a rien à faire. Mécaniquement, tu ne pourras jamais y faire ça, toi. Nous, on est le dernier maillon de la chaîne. Et c'est vrai qu'on finit un peu l'affinage et on le vend, mais on voit vraiment... C'est quand on revoit les clients revenir avec le sourire, quand ils ont acheté des fromages extraordinaires, que nous, effectivement, pour nous, c'est palpable, la qualité, parce que le client revient directement vers nous. Là, il a perdu beaucoup de le petit lait qu'il contenait. Et là, on va voir sur le grain la petite pellicule qu'on est arrivé à former. Ça fait une petite peau à l'extérieur du... C'est déjà un fromage blanc, quoi. Et là, il est moelleux, c'est très bon. C'est doux et moelleux. Donc là, on voit bien cette petite pellicule qu'on a créée et qui va être importante pour garder ces cavités dans le fromage, pour éviter qu'il se réagglomère. Donc là, c'est vraiment de créer ces ouvertures, on les crée à ce moment-là. Donc là, on va remplir les moules à bleu en plusieurs fois et essayer de garder le grain le plus désaggloméré possible. Donc là, la fabrication du matin, elle dure 5 heures, entre le moment où on met le lait dans la cuve et le moment où on aura terminé le nettoyage et les retournes.
Et ce soir, sur les coups de 8h, de 20h, on fera le salage. Donc la fabrication a commencé à 7h et elle va se terminer 13 heures plus tard. Là, vous travaillez à la boutique, vous travaillez avec combien de producteurs fermiers? Putain, on en a au moins une centaine. Et c'est ça, c'est le circuit court qui est intéressant, quoi. Si tu veux, tous les fermiers nous amènent leurs produits et tout. Et pour nous, c'est vachement bien, quoi. Si tu veux, ça permet de... Le fermier a une visibilité sur la ville et il fait un marché par semaine en général, mais le reste de la semaine, les gens viennent au magasin pour ça. Donc c'est bien, quoi. Si je dis Beaufort d'alpage, les gens disent non, Beaufort d'été ou Beaufort d'hiver. Je dis non, Beaufort d'alpage. Le fermier, il se lève à 3 h du matin, il traite à 4 h, il fabrique à 5 h, et comme une vache, tu la traites toutes les 12 heures, à 17 h, il y retourne, à 18 h, il fabrique, à 19 h, il nettoie, et à 20 h, il a fini. Alors là, je vais vous montrer des bleus qui ont été faits en début de semaine. Donc ça, c'est les bleus d'il y a 5 jours. Le salage a été fait dans ce type de saloir individuel. C'est un peu typique au bleu du Vercors. Ils ont tous un salage individuel. Donc le soir, une fois que j'ai fini la fabrication de bleu, je les démoule et je les mets dans ce saloir. On met une petite poignée de sel. Il reste 12 heures salé une face. On change de face le lendemain matin. On ressale la deuxième face au gros sel. Et après, on les met sur grille pour le ressuyage. Explique. Donc là, c'est une plaque de caséine qu'on impose sur toutes les AOP. Ça correspond au numéro d'atelier. La couleur de la plaque de caséine correspond à un fromage fermier. La coopérative a une autre plaque de caséine de couleur rouge. Et nous, si tu veux, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, on arrive à retrouver le fermier à qui correspond la plaque de caséine. Si l'appellation du bleu du Vercors-Sassenage en est où elle est aujourd'hui, c'est les fermiers qui ont sauvé l'appellation. Ils ont sauvé 2 choses, à mon sens. Ils ont sauvé l'appellation du bleu du Vercors-Sassenage et ils ont sauvé la race de vache, les Villardes. On parle du bleu de Sassenage aujourd'hui au même titre qu'on peut parler du Roquefort, du Parmesan, du Stilton anglais, des Gouda, tous les AOP européens. L'avantage, c'est qu'on a un petit bleu de chez nous, du Vercors, qui est maintenant à la hauteur de ces appellations européennes. Donc quelque part, dans le monde entier, on trouve des bleus du Vercors-Sassenage et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire pour l'appellation, pour le plateau, pour le Vercors et pour les fermiers qui travaillent, quoi. Et c'est la seule AOP de l'Isère. Donc là, ce sont des fromages qu'on va laisser 1 mois en cave d'affinage. Là, on voit un bleu qui vient juste d'être entré la semaine dernière. Le croûtage, c'est encore pas. Et tu les perces à combien de temps? Alors, je les perce entre 10 et 15 jours d'affinage. Donc là, on voit bien un bleu. On voit un bleu qui a été percé là. Alors, le perçage du bleu, c'est pour accélérer le développement des moisissures. Donc, un bleu qui n'est pas percé, il va pas bleuir à l'intérieur. Quand on additionne, quand on perce, donc on oxyde le produit à l'intérieur et le bleu va beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment sur la fin de l'affinage que le bleu apparaît. C'est à 18-21 jours d'affinage. Donc on perce 2 fois chaque face du fromage. Donc là on voit un fromage qui a à peu près 10 jours. L'objectif c'est de faire à peu près 80 trous sur chaque face du fromage. Donc depuis quelques années je me suis un peu équipé pour en faire un peu plus. Donc c'était un peu plus long. Donc là, on a fait un premier lot de trous et on va refaire un deuxième lot de trous. Donc voilà, là on a un piquage régulier, on les pique en 2 fois pour que le bleuissement se fasse de façon homogène. Voilà. Et dans quelques jours, je ferai la deuxième face du fromage. Il a combien de temps celui-là? Donc celui-ci, il a 35 jours. Ouais, j'ai une trentaine de jours, 35 jours. Et il est prêt à déguster. On voit bien le bleu qui est réparti de façon régulière. Et on voit où on a percé. On voit là, ces petits traits, ça bleuit beaucoup plus vite. C'est où l'air a pénétré. Et après, l'oxydation devient uniforme. Mais c'est vrai qu'il faut à tout prix percer, c'est obligatoire. C'est un bleu qui reste moelleux. On voit que
il est odorant. Et en termes de goût, il peut se manger comme ça, sans pain, à toute heure. C'est vraiment... Merci. Le bleu passe partout. Et c'est un peu, c'est le fleuron de nos régions. Tu vois qu'on est sur les fromages qui sont très gras, très moelleux. On est sur les pâturages du mois de juin. Donc c'est vrai que c'est, à mon sens, ça fait partie des meilleurs pâturages de l'année. J'ai eu la chance de choisir ce métier. Et ce métier m'a porté haut dans la gastronomie. Aujourd'hui, on peut parler du fromage. Le fromager parle d'un fromage comme un sommelier parle d'un vin, comme un cuisinier parle d'un plat. En Isère, on a la chance d'avoir énormément de meilleurs ouvriers de France, principalement dans les métiers de la bouche. On a aussi des maîtres restaurateurs. On est le département où on a plus d'une centaine de maîtres restaurateurs. Je crois que c'est important à plusieurs niveaux parce que ça marque l'excellence de ce département dans ce domaine-là, et aussi parce que ça véhicule une image très positive d'un point de vue touristique. Et le tourisme, c'est de l'économie, et nous avons besoin de faire connaître ce département et tous ses talents. C'est vrai que 120 ans, ça fait quand même partie des établissements à Grenoble. Il y en a peu qui ont 120 ans d'existence et qui ont encore du monde sous le pied, quoi. Je veux dire, on sent que quelque part, il y a encore de quoi faire. On n'est pas à bout de souffle. Là, aujourd'hui, on peut encore accélérer. Laurent accélère de jour en jour. Effectivement, on voit des cartes sans cesse innovées. On est dans la gastronomie qui bouge. Fromage, sel d'agneau, fromage, pré-dessert, dessert. Je sais pas, moi, c'est pas mal qu'on a. Je sais pas, mais la température, ça reste pas mal. On peut mettre les palettes petits pois dans le four vapeur là maintenant. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 30, 39, il en manque 8. T'as toi ça? Non? Je vais chercher. Ouais. Le père Gras, c'est effectivement d'abord la transformation finalement d'un lien avec le territoire, ces générations, d'abord l'arrêt buvette des chasseurs, et puis finalement l'institution culinaire aussi, qui est merveilleusement bien placée, avec une humilité et une capacité d'adaptation toujours de cette famille à travers les générations, portée aujourd'hui par Laurent, par sa sœur, par sa famille. Je suis très fier de travailler avec Laurent depuis de très très nombreuses années. Effectivement, on met toujours des fromages de la région, on fait un pas très régional. Laurent vient avec moi de temps en temps dans les alpages pour les choisir. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper impliqué et on travaille vraiment main dans la main. C'est aussi un peu rare les restaurateurs qui disent tiens, j'aime bien ce fromage, emmène-moi voir comment on le fabrique. Donc quelque part c'est un travail de fond, c'est un travail d'amitié et de qualité. C'est la qualité à la base pour voir vraiment la qualité d'où elle vient. C'est la gastronomie qui parle, c'est le cœur qui parle. Quand on voit la qualité du cocktail, la qualité des boissons, la qualité du service, c'est pas 20 sur 20 là, c'est 120 sur 120. C'est tout marqué, ça c'est l'étape de 2, ça c'est l'étape de 2. Alors on commence par l'étape de 4. Là. On va pas le faire. C'est bon. Franchement bravo. Ouais, c'est très bon. On n'aime pas trop ce bois là. Les bons moments partagés avec Bernard Muraveau, on les fait souvent lors de la descente de l'alpage, où on se retrouve effectivement avec les commerçants de la place de Metz et de la rue de Strasbourg, où c'est vraiment la rencontre entre ceux qui produisent, entre les éleveurs qui produisent le lait, parce qu'il ne faut pas oublier que si on a des produits de qualité, c'est aussi parce qu'on a une agriculture de qualité en Isère. Et dans ces moments-là, effectivement, c'est la convivialité. Mais je dirais que les métiers de bouche, c'est aussi la convivialité, et Bernard Muraveau la porte particulièrement. L'événement de la descente des alpages, c'est finalement très en ligne avec les meilleurs ouvriers de France, partager, rassembler, transmettre. Et il y a ce lien autour des vaches, et puis sans doute la passion de Chris pour les vaches, et évidemment le fait que Bernard fasse rayonner cette rue. Parler de Bernard Muraveau en tant que président de la métropole, d'abord, bien sûr, c'est un commerçant connu, reconnu, meilleur ouvrier de France, mais c'est surtout
notre porte-drapeau lorsque la métropole s'affiche. Ça va, monsieur Bouillot? Au revoir, merci. Bernard, c'est finalement cette meilleure carte de visite pour le territoire métropolitain grenoblois. On lui fait confiance, il nous fait confiance. Et puis c'est une relation tellement facile, c'est une vraie relation de proximité qui donne envie, voilà, d'être avec lui. Je lui ai dit un jour, cher Bernard, tu es un fromager exceptionnel, tu as des produits exceptionnels, mais ce qui manque devant chez toi, ce sont des vaches. J'ai dit ça un peu en plaisantant et il m'a répondu, mais ce n'est pas possible. Je me suis dit, et si nous le rendions possible? L'idée de départ, c'était celle-là. Eh bien, on a modestement, la première année, amené de façon un petit peu improvisée 3 vaches devant la boutique de Bernard. Et puis on s'est aperçu que finalement, ce lien créé un petit peu de façon improvisée a donné un sens au lien qu'on aimerait pouvoir créer entre les éleveurs, entre les producteurs et entre les artisans, les artistes du goût, bien représentés dans cette rue de Strasbourg. L'alchimie a fonctionné, la mayonnaise a pris. Et petit à petit, on est arrivé à créer un événement autour, bien sûr, d'une race magnifique, la race des Reims, mais aussi autour des produits vendus dans la rue et notamment dans la boutique de Bernard. Échalote, feuilles grecques, chèvre, tête blanche. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux un peu de nature? Est-ce que tu veux un peu de fumée? Est-ce que tu veux un peu de truffe? Bernard est le poumon de la rue. Sans Bernard, je crois que la respiration serait très haletante. Échalote, feuilles grecques, chèvre, tête blanche. C'est un gros travailleur. Moi, je le vois tous les matins faire son jogging, arriver dès l'aube pour servir, qui est là aussi pour des événements plus festifs comme aujourd'hui, qui est là aussi pour des événements prestigieux dans des ministères, dans des grands restaurants. Et je crois qu'il a cette grande qualité de pouvoir être toujours au service de ses produits et de pouvoir les apporter à ses clients, à ses amis, dans des conditions de convivialité, de partage et d'amitié pour moi. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers et très honorés que tu acceptes de venir nous rejoindre dans cette belle confrérie, la confrérie du Bleu du Vercors-Sassenage. Merci à Chris, merci surtout pour tout ce que tu fais pour la rue. Merci Chris. Donc nous allons remettre la médaille ainsi que le diplôme de la confrérie. Hein, combien vous êtes? Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est un petit apéro dînatoire. On met un plateau de fromage, un plateau de charcuterie. Les alpages à Grenoble, c'est vraiment un incontournable et je pense que même au niveau national, il s'est fait sa réputation. Il fournit les plus grandes cuisines en fromage. Donc Bernard, je le connais depuis très longtemps, c'est un ami et c'est ici qu'on vient dès qu'on a besoin de... Quel que soit le fromage, il a vraiment un nombre de variétés incroyable. Donc et puis on est toujours bien accueillis, il sait faire le show. Et tu as raclette à la truffe, tu as raclette fumée, tu as raclette à la moutarde à l'ancienne, raclette fenugrec, quand ça pend le goût de la noisette, raclette à l'échalote, raclette nature, raclette ail des ours, raclette forestière, cèpe et bolet, tu as piment, tu as épices, tu as brebis. Tu as Morbier, tu as Roblechamp. Bernard, c'est une grande gueule, c'est quelqu'un qui aime faire le spectacle et il ne faut pas avoir peur de se faire afficher quand on vient chez lui. Oh, un champion de ski! Un champion de ski! Oh, il s'est cassé la gueule à la dernière descente. C'est quelqu'un qui cherche à se renouveler tout le temps, sur des nouveautés, et c'est quelqu'un qui transmet ça très bien et qui conseille très bien et qui donne envie de déguster du bon fromage. Si on a 36 mois, ça veut dire qu'il a 3 ans. S'il a 3 ans, ça veut dire qu'il est fait au mois de mars. S'il est fait au mois de mars, ça veut dire que les vaches sont à l'étable. Aujourd'hui, on théâtralise. On théâtralise le fromage, c'est du théâtre. Nous, au magasin, quand les gens rentrent dans le magasin, ils viennent voir une pièce de théâtre. Bonjour, monsieur Balthazar.
Franchement, on va sur Vin et Beau. On parle fort, on explique le produit, on fait goûter, on théâtralise ce chartreux, ce Beaufort, parce qu'on sait, ou ce bleu de Sassenage, peu importe le fromage, parce qu'on sait qu'on a vécu avec le fermier la fabrication, et on peut parler, comme aujourd'hui, du nom de la vache qui a fait le lait, et les endroits magiques où les vaches vivent, où les vaches font le lait. Elles sont reposées, elles sont tendres, ça peut faire que du bon. Donc c'est vraiment un lien profond entre la nature et la gastronomie. C'est le lien qui lie les gens. C'est ce que je dis, c'est fédérateur. Ça lie, le fromage est un liant. Tu donnes un morceau de fromage à quelqu'un, il te sourit. Il te sourit parce que c'est comme ça. C'est pas pour vous. Il est drôle. Il est drôle, sympathique et puis on lui fait confiance. Mauve, bleuet, souci, foin, saflor, trèfle. Il est passionné, il donne envie de goûter ses fromages. On vient aussi pour lui, pour sa personnalité. On sait qu'on va rigoler. On met au point des nouveaux plateaux. On a mis au point des petites boîtes fromagères, un peu comme des boîtes à chapeau, un peu hautes, où on met les fromages avec des étiquettes. Quand tu sors la boîte, les étiquettes, ils savent, quand ils vont aller quelque part avec ça, c'est gagné. Et quand tu leur sors un truc comme ça, avec la boîte, à un budget de 20 €, les gars, ils croient que tu leur as fait un cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le vrai prix, quoi. C'est le ticket de caisse qui dit c'est 20 €. Et toi, ça, c'est merveilleux. Et ça, si tu veux, pour nous, c'est un peu magique. On est, je veux dire, sur toutes les couches de la société. C'est-à-dire que les gens peuvent mettre 20 € dans le fromage pour les fêtes, même les gens qui ont peu de moyens. Et donc, quelque part, on a une clientèle qui va du clochard au ministre. Et ça, pour nous, c'est hyper intéressant. Toi, hier, on avait des fromages jeunes, et là, toi, tu as les fromages qui ont 3 ans, tu as les fromages... Tu as vraiment des fromages, là, si tu veux, pour le coup, à l'oreille que tu as entendu hier, pour le coup, si tu veux, tu as vraiment, là, des fromages qui sont... Tu vois ça. Non, on est sur le fromage d'exception. Je viens à cette boutique parce que sa force de Bernard Muraveau, c'est qu'il fait connaître des petits producteurs dans le fromage et il fait toujours découvrir, je répète 2 fois découvrir, mais 3 fois, il fait découvrir des fromages de producteurs qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup de travail, mais c'est un tel plaisir et c'est un tel rendu quand les gens nous appellent en disant, vous savez, ils nous écrivent, les gens nous écrivent pour nous dire que c'était bien, ils nous appellent, on est des vendeurs de rêves, on fait rêver les gens. Il est très simple et il a le respect du client. Voilà. Même les gars qui travaillent avec lui, ils ont le même contact qu'avec les clients, c'est ça. C'est à moi que tu parles? L'autre, elle me dit, fais attention à tes pliages. Non, mais je rêve. Allez. S'il te plaît. La fromagerie Saint-Bernard, c'est plus la fromagerie, quoi. Enfin, parce que Monsieur Muraveau, c'est quand même quelqu'un, on a une certaine image de lui, quand même très positive, c'est un vrai personnage. Il dégage une forte image et c'est quelqu'un de super, quelqu'un qui a des qualités et qui sait travailler. Tu fais ce métier et un jour, ils font un concours qui te dit, là maintenant, si jamais tu y accèdes, eh ben, tu auras l'impression d'avoir gagné quelque chose. Et puis tu te rends compte le jour où tu es meilleur de France, tu n'as rien gagné. Mais tu redescends, tu reviens apprenti, c'est-à-dire que tu as un devoir de transmission. Hein? En moi, ça m'en Jimmy. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai 3 jeunes qui sont là, qui vont s'installer
dans les mois qui viennent. Et ils sont en formation en magasin. Bon, il est dur quand il faut. Quand il sait qu'on a fait des erreurs ou quoi, et puis il nous le dit une fois, on n'a pas besoin qu'il nous le répète parce qu'on sait, on sait ce qu'on a fait comme erreur et qu'on ne le reproduit plus, quoi. Il nous explique assez bien et on comprend très vite. Il a des mots qu'on comprend bien. Après, il n'est pas tout le temps derrière nous, mais quand il est là, en fait, il nous explique bien. Je sais qu'ils sont là pour 1 an, mais tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, tant mieux pour le métier. Le métier, parce que le métier avance. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une fromagerie par village. Comme avant, il faut qu'on redevienne un pays fromager. Il est plein de sourires, plein d'émotions. À chaque fois, on vit quelque chose de vraiment fort, surtout quand on va au concours et tout ça. Oui, donc j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que pour moi, c'est un des concours les plus prestigieux. Mon patron est en MOF et je vois bien toutes les retombées et tout ce qui peut suivre autour de ce concours. Et c'est aussi refléter l'image et donner cette image de notre France, de notre savoir-faire, de nos produits, de nos valeurs, etc. par le biais de ce col bleu, blanc, rouge et puis le concours, voilà. Savoir où on se situe par rapport aux autres. Et c'est un challenge aussi, une expérience, un tout qui fait que ça nous pousse et ça nous motive à le faire. Donc, oui, effectivement, il me tend la main, c'est une belle opportunité que je vais saisir. Et je me dis déjà d'une qu'il croit en moi, s'il me le propose. Et puis, je le remercierai jamais assez, quoi. Mais ouais, ça fait plaisir, quoi, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, le magasin est un puits de bêtes à concours. J'ai eu Christian qui est arrivé au magasin, il avait 15 ans et demi, donc il n'avait pas le droit. Donc on est obligé de faire des papiers pour le déscolariser en disant bon, il ne va plus à l'école, mais nous sommes responsables. Et il est resté chez nous jusqu'à une trentaine d'années. Il a fini champion de France des fromagers. Il a passé le concours des meilleurs ouvriers de France, qu'il n'a pas eu certes, mais il l'a passé, il va y retourner. On a un jeune meilleur ouvrier de France, Guillaume Cardinet, qui est installé à Marcillol, toute petite commune du département de l'Isère. C'est quelqu'un qui fait les marchés, qui est énormément investi et qui, comme Bernard Muraveau, mais comme tous les autres meilleurs ouvriers de France, s'investit pour la qualité et la promotion de nos produits locaux. Et après, Guillaume a été champion de France aussi. Et après, donc, il a été sélectionné au championnat du monde, où j'ai été, il a fini 2e. Guillaume Cardinet n'est pas tombé dans une marmite de fromage quand il était petit et pourtant ça ne l'empêche pas de truster les meilleures places dans les concours. Reconverti fromager en 2010, il obtient en 2015 le titre national et passe à un trou de gruyère du titre mondial. Guillaume Cardinet et son épouse Virginie sillonnent pour l'instant les marchés entre Voiron et Haute-Rive. Mais c'est à Grenoble que tout a commencé. Pour le former, notre fromager n'a pas choisi n'importe qui. Il était très professionnel déjà quand il achetait le fromage. Dès qu'il est arrivé, il a dû commencer au mois de septembre et il est parti à la vente tout de suite, septembre, octobre, novembre. Il était déjà opérationnel à la vente, donc on voyait que vraiment le produit lui plaisait. Il maîtrisait complètement le fromage. Et c'est vrai qu'on est un peu un réservoir à champions. Toujours prompt à faire découvrir de nouvelles saveurs à ses clients, le vice-champion du monde a plus d'un tour dans son camion. Je rebondirais bien sur l'herborinato. C'est un fromage affiné aux fèves de cacao vénézuéliennes qui a macéré dans un biorhum 8 ans d'âge. Et la base, on est sur une pâte persillée au lait cru de vache. Voilà, ça arrive tout droit d'Italie. C'est une rareté, mais c'est exceptionnel sur le côté exotique. Et pourquoi pas aller un peu dans l'originalité en dégustant ça avec un vieux rhum avec une belle rondeur, style un Diplomatico ou un petit Arcane. On a Natacha qui a été au championnat de France, on a Kevin qui est au championnat de France, on a 4-5 jeunes qui sont toujours dans les concours. Ils ne sont pas là par hasard et quelque part, ils ont un respect du travail, un respect de la clientèle, un respect du produit. Excentrique, tout le temps il rigole, tout le temps. Au premier abord, on dirait qu'il est froid, mais pas du tout. Pas du tout, c'est un super chef. On ne sait jamais. Aujourd'hui, ça me fait plaisir parce qu'on est un peu le fromager fou. Ça, les gens, il est fou, c'est comme ça. Et c'est l'âme du magasin, c'est l'âme du combat. On est des combattants au magasin, on est des guerriers. Et ça se ressent dans les jeunes, quoi. On n'a peur de rien, on tape dedans, quoi.
Alors on arrive tous, ça dépend le jour, mais plutôt à 6 h du matin, puisqu'on a quand même assez de travail. Chacun a ses postes. On fonctionne plutôt au niveau de l'ancienneté, on va dire. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Le matin, je suis content d'aller au travail. Je me lève pas du pied gauche, on va dire. Je me lève, je suis limite au taquet à 6 h. La première rigueur au magasin, le premier maître mot, c'est les horaires. C'est être à l'heure le matin. S'il y en a un qui n'est pas à l'heure, ils sont jamais en retard, mes jeunes. Jamais. Parce qu'ils savent que je ne supporte pas. Et quelque part, ils sont comme moi, des fois ils se couchent très tard, mais ils sont là tout le temps. Même s'ils sont là pour me dire, je viens, est-ce que je peux repartir, je suis malade? Ils viennent, ils me le disent et ils repartent. On est une équipe et ils savent très bien que si il manque une roue, ça va pas le faire. En fait, le chef, il a su me captiver. Et du coup, depuis, je m'épanouis ici. Mon père a toujours été au boulot le matin, il faisait 3-8 mon père. Il faisait 3-8 à l'usine, il a toujours été au boulot. C'est lui qui m'a déjà inculqué ça. C'est, voilà, j'ai jamais vu mon père pas aller au boulot. Gallo, là 2 secondes. Écoute, je vous ai mis nature, bleu, fenugrec, une noisette, piment. Bah, on a toujours un peu bossé, nous, avec ma sœur, à la fromagerie. À Noël, c'est des grosses périodes où ils ont toujours besoin d'un peu de main-d'œuvre. Donc, avec ma mère, on bossait un peu à Noël, tout ça. Donc, on a toujours un peu travaillé ici. C'est toujours un peu difficile au niveau de l'autorité, c'est sûr, mais quand on a compris que, voilà, enfin, faut pas le faire chier. Donc, quand on a compris ça, ça roule. Ça va très bien. Sa sœur, parlons-en. Sa sœur. Qui a arrêté, qui est partie de chez Decathlon Quechua prendre un congé sans solde pour dire papa, je vais venir faire un site internet. Tu vas vendre par correspondance, tu vas. Je fais pardon. En fait, c'est quoi Margot? Ben, tu te débrouilles. Et elle a tout monté de A à Z. Et aujourd'hui, on fait une vingtaine de commandes par jour sur internet. De la France entière, voire du monde entier. Parce que Margot s'est mis au truc. Renaud est arrivé il y a 2 ans, 1 an et demi, à 22 ans, en fin d'études, tout bien. Et il m'a expliqué qu'il voulait faire des études à Los Angeles, faire un diplôme d'anglais. Alors avec Mireille, on dit c'est très bien, fille, je te félicite pour apprendre l'anglais couramment. Bravo, c'est bien, fille, je te félicite. Mais alors je fais, mais combien ça coûte quoi? C'est 30 000. Et le diplôme, il n'est pas vraiment reconnu parce qu'il n'y a que école le matin. L'après-midi, c'est quartier libre. Alors là, j'ai dit, fils, c'est quoi? Facile. Les 30 000, tu vas les gagner. Tu vas venir bosser au magasin en septembre. Et puis tu repartiras quand tu auras l'argent de côté, tu iras faire tes études comme ça. Et finalement, je ne suis jamais parti. Donc j'ai bien aimé travailler ici, j'ai bien aimé le métier. Et donc je suis resté. Tac. Je connais mieux celle-là. Souris, chef. Souris, fils. Souris. Bonjour. Et jamais reparti. Et c'est... La question est taboue à la maison. Personne n'en parle. On ne parle pas de ça. Tous les matins, il est là à 6 h. On verra. Mais bon, on verra. Sur le long terme, être meilleur de France, passer le concours. Parce que c'est quand même un statut, c'est le plus haut, ce que je disais, c'est un peu l'excellence, quoi. On peut pas être mieux que meilleur de France. Il y a d'autres concours, mais c'est vraiment le plus prestigieux et c'est pour ça que j'ai envie de le faire, quoi. Ce matin, tu es arrivé au magasin, 32 ans que je suis installé, ce matin, tu es arrivé au magasin, il y avait 3 personnes. Ma mère, mon fils et moi. Ça. Voilà. C'est pas mesurable, c'est tabou.
Bonjour. Bon, bienvenue à Daniel et Denise. Bonjour messieurs, on regarde 2-3 suggestions pour ce midi. Moi, je regarde un peu. Hein? Ok? Bon, j'ai monté un pâté là ce matin. C'est mon ami Sébastien Bouillet qui me téléphone un matin et me dit « Écoute Joseph, il y a une super affaire à la Croix-Rousse. » Je dis « Ok, allez. Mais ok, demain, je monte à la Croix-Rousse et je vais voir cette affaire. » Et je pars avec mon épouse. Et quand on rentre dans le restaurant, on se regarde et on se dit « Il faut qu'on le prenne. » Donc ça fait 1 an aujourd'hui, pratiquement, qu'on a ouvert à la Croix-Rousse. C'est vrai qu'aujourd'hui, Daniel Denise Recréqui, Daniel Denise à Saint-Jean, Daniel Denise à la Croix-Rousse. On a voulu maintenir cette enseigne, puisque je trouve qu'elle a une histoire. J'entendais en fond, là, je crois que c'est dans ton coche, quoi. Mais vous savez, le début de l'histoire, elle date du jour où je rentre en apprentissage. Maman, à l'époque, faisait des ménages dans la filature et le magasin de la maison Bragard, l'aise de cuisine. Je rentre dans le magasin et là, je vois un poster d'un cuisinier avec le col bleu, blanc, rouge. Donc le lendemain, je vais en cuisine, je vois mon chef et je lui dis « Chef, j'ai acheté une nouvelle veste. » Et je lui fais « Si, chef, vous savez, la fameuse veste avec le col bleu, blanc, rouge, vous savez, comme le maillot Manu France. » Et là, mon chef me dit « Attends, je vais t'expliquer comment que ça se passe. » Donc, on s'est assis, en tête à tête, et il me dit « Bon, écoute, cette veste, tu ne peux pas l'acheter comme ça, comme tu en as envie. Pour l'avoir, il faut être meilleur ouvrier de France. » Je dis « Ouais. » Il dit, c'est un concours qui est très compliqué, il va falloir que tu travailles, mais vraiment que tu travailles et que tu donnes de ta personne. Et moi, de haut de mes 15 ans et demi, j'ai fait, c'est pas grave, mais un jour je l'aurai. J'y pensais pas tous les jours, mais je sais que ça, c'était le début de l'histoire. Les meilleurs ouvriers de France dans le monde, c'est l'image de l'excellence. Et on a une chance extraordinaire de les avoir parce que quand on réfléchit à ce qu'est la France pour l'ensemble du monde, alors c'est le patrimoine immobilier, c'est l'histoire de France, c'est la Révolution française, c'est la langue française, mais c'est aussi la gastronomie et la qualité de notre artisanat, et en particulier tout ce qui concerne la nourriture. Donc, et les gens sont de plus en plus sensibles à la qualité. Et les MOF, c'est l'excellence dans ce domaine. Et pour vous dire qu'au début, moi, à 15 ans et demi, Paul Bocuse, je ne savais même pas qui c'était, quoi. Je voulais faire de la cuisine, mais je ne connaissais rien de ce monde-là. Pourquoi? Parce que avec mes parents, on n'allait pas au restaurant. On n'avait pas les moyens. Mes parents ne sachant ni lire ni écrire le français et ni l'italien, pour vous dire un peu d'où on vient, hein, il ne faut pas oublier. Dans les années 1910, 1913, on était dans une situation un peu analogue à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte de tension au niveau économique, au niveau social, et le journaliste Lucien Clotz a bien compris qu'il fallait que les gens qui sont investis dans le monde du travail, donc le monde ouvrier,
pour qu'en 1923, il a commencé par mettre en forme une exposition nationale de un des meilleurs ouvriers de France. Et en 1929, un meilleur ouvrier de France de 1924, qui s'appelle René Petit, ébéniste, nous a dit il faut que le monde ouvrier, comme le font les artistes, comme pour la Palme de cinéma à Cannes, comme pour le Molière au théâtre, il faut que les meilleurs ouvriers de France ne rentrent pas dans l'anonymat et créer la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, ce qui a été fait. Les métiers de bouche, à un moment donné, c'est les métiers qui n'ont peut-être pas été dès le départ, mais qui aujourd'hui sont la locomotive de notre concours. C'est vrai qu'on a l'habitude toujours de voir les meilleurs ouvriers de France dans des palaces, dans des restaurants doublement, triplement étoilés. Mais là, on est très peu en tant que meilleur ouvrier de France à être dans des endroits comme le nôtre, c'est-à-dire dans une fenêtre de bouchon lyonnais. Mais en fin de compte, ce qui s'y passe dans un bouchon lyonnais, il y a autant de rigueur que dans une autre maison étoilée. Parce que c'est notre envie, puis c'est notre ADN aussi. Et c'est ce que j'aime, c'est d'avoir une régularité dans mon travail. De là, je suis parti en apprentissage chez René Remy, à la Bresse, dans les Vosges. Et là, on va dire, c'est 2 ans de bonheur. 2 années d'apprentissage de cuisine et puis également de la vie. Et de là, j'ai dit, allez hop, maintenant, on va essayer de voir autre chose. Et j'ai postulé dans tous les 3 étoiles de France. On avait ce besoin d'aller dans ces grandes maisons, de se construire, d'apprendre, pour être un bon ouvrier, quoi, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, la cuisine, c'est de l'artisanat, c'est plein de choses qui, voilà, c'est nos mains, hein, c'est nos mains, c'est nos yeux, l'odorat, tout ça. Donc je postule, et puis, entre parenthèses, je postule à la maison Paul Bocuse, qui m'envoie un courrier en me disant, il n'y a plus de place, il n'y a pas de place pour cette année, il faudra attendre, etc. Donc ça, c'est un courrier que j'ai gardé. Et puis un jour, c'est la maison Michel Garard, donc, qui m'envoie un courrier, qui me dit vous êtes en attente. Et quelques jours après, j'ai un coup de téléphone du directeur qui me dit écoutez, il y a une place qui se libère, est-ce que vous pouvez être là la semaine prochaine? Et j'ai bien sûr, j'ai même pas demandé mon salaire ou quoi que ce soit, hein, quel niveau j'allais rentrer en tant que commis ou pas commis. J'ai dit oui, subitement. Attention les éclairs pour là-bas. À mon avis, tu peux les retirer. Je vais te monter un pâté si tu veux. La moitié en fromage, la moitié en estragon, ok, pas de souci. Tu donneras la pâte, Coco, là-bas? Oui. Ok. Le four est libre? Chef. On peut enfourner dans combien de temps? 10 minutes? Chef. Vous avez fini le vôtre? J'ai rencontré une cuisine qui m'a fasciné parce que toute la cuisine de Monsieur Guérard est faite avec une certaine réflexion, une très grande précision et toujours un travail qui était très poussé. C'est un cérébral de la cuisine, un poète en même temps, puisque tout est fait dans l'élégance, avec de beaux produits, avec des cuissons justes, avec une rigueur de précision au niveau des pesées, au niveau des recettes, qui est assez extraordinaire. Et tout ça, moi, ça m'a changé mon quotidien, parce que c'est la première fois que je rentrais dans une maison triplement étoilée. Et puis j'ai gravi les échelons comme ça, jusqu'au poste de seconde cuisine à la maison Michel Guérard. Et ensuite, j'ai dit, allez hop, il est temps de prendre une place de chef. Et là, j'envoie un courrier chez Jean-Paul Lacombe, au Léon de Lyon, à Lyon. Pourquoi Lyon? Je m'étais dit que quand même c'est une ville qui est assez réputée, on reconnaît par ses qualités gastronomiques. Donc je me suis dit, allez, il faut que je tente ma chance là-bas. J'ai pris cette place de chef et
Et j'y suis resté pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, donc, je décide de voler de mes propres ailes. Et la seule chose que j'avais en tête, c'est de passer mon concours de meilleur de France, que j'avais passé en 2000, que j'avais été en finale et que j'avais loupé ma finale à Strasbourg. On est dans une moyenne de 3000, 3500 inscriptions, donc des pré-inscrits ou des inscrits pour le concours. On est en finale sur ces 3500 au dernier concours, on va citer les chiffres, 3284 inscrits, 225 reçus. Je pense qu'il n'y a aucun concours en France visé par l'éducation nationale où il y a tellement peu de reçus. Donc c'est quand même une preuve de technicité, de jugement rigoureux et d'abnégation pour pouvoir réussir. On ne vient pas la fleur au fusil passer ce concours, c'est pas possible. Pour la nouvelle carte, on va simplifier le truc. Hein? Oui, chef. On va faire une liste de tous nos fournisseurs directs. Oui, chef. D'accord? On mettra en première page sur la carte pour annoncer à tous nos clients. Ça, on mettra en place également en même temps que la nouvelle carte. À l'époque, on était convoqué donc à la Sorbonne. Et là, le président donc, des meilleurs de France en 2004, c'était Joël Robuchon. Donc, il nous fait un petit discours et ensuite il nous lit le thème. Et à l'époque, on était 850 cuisiniers. Et là, dès que le discours est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Là, on active, on se change vite, on prend le train, on commence à téléphoner pour avoir les produits et tout ce qu'on a besoin pour préparer ce concours. On a 15 jours de préparation. Et pendant 15 jours, là, on court après le temps. Et le jour du concours, la chose qui est hyper importante, c'est d'être maître de ses gestes et de sa réflexion. Si je vous explique comment il faut faire de A à Z, si pendant le concours, vous avez un petit grain de sable qui vient en travers et que vous n'avez pas la solution pour réparer, parce que vous n'avez pas été entraîné pour ce style de réflexion, là vous êtes coincé. Je ne voulais surtout pas avoir de faille. Et je voulais absolument comprendre pourquoi ça avait marché. Il ne fallait pas que ce soit du hasard. De toute façon, la cuisine, ce n'est pas du hasard. On sait ou on ne sait pas. Donc à partir de ce moment-là, si on sait pourquoi on l'a fait, quand on part dans un concours, on part avec une tête beaucoup plus légère. On n'a plus de questions à se poser parce qu'on a vérifié et revérifié. Plus les jours passent, plus l'adrénaline commence à monter, il y a des passages de doute. Et je rentre dans ma finale, donc à Toulouse, et puis ça se passe superbement bien. Proclamation, donc on est tous convoqués dans une pièce, discours du président du jury, Joël Robuchon. Il appelle les lauréats par ordre alphabétique. On arrive dans les V, et Vianney, donc je vois mon Mathieu qui monte sur l'estrade, on lui donne la veste, il y avait M. Paul Bocuse. Et puis là, Joël Robuchon
s'arrête et il commence à remercier l'école hôtelière, le ministre de l'Éducation, les sponsors et tutti quanti. Il est vrai que tout ça nous donne de l'aura parce que tout le monde sait que ce n'est pas gagné d'avance, il faut faire un effort. Et il y a M. Paul Bocuse qui est à côté de Joël Robuchon. Et je suis là en train de regarder ce podium et je vois Paul Bocuse qui me fait un clin d'œil. Et moi, c'était la libération complète. Hein. Et Joël Robuchon terminait donc les remerciements. Qu'est-ce que je fais? Je monte sur l'estrade, il ne m'avait pas appelé. Et quand j'arrive sur l'estrade, il termine sa phrase en disant « Le dernier lauréat, Joseph Viola ». Il me voit à côté, il était hyper surpris de me voir avant que mon nom soit cité. Mais tout ça parce qu'il y a eu un échange avec Paul Bocuse qui m'a fait un clin d'œil. Vous savez, sur ce concours, les souvenirs sont assez forts. Et en plus de ça, il y a des photos donc, qui ont circulé. Et ces photos-là, je les ai montrées à mes parents. Maman m'a pas reconnu. J'avais maigri, je ne sais plus de combien de kilos. Quand on ne connaît pas ce style de concours, on ne peut pas s'imaginer. Alors toute la joie quand on reçoit la veste, elle est immense, puis elle se mélange de joie, de pleurs en même temps. Puis voilà, puis après une fois qu'on a cette fameuse veste, col bleu, blanc, rouge, on est sur un nuage. On est sur un nuage, en même temps on ne réalise pas trop parce que c'est pas ce qui nous arrive. On veut la partager avec tout le monde. Et après il faut revenir sur Lyon, quoi. Donc le lendemain donc, je reviens sur Lyon. Je rentre dans la cuisine du Lion de Lyon. Bien sûr, toute la brigade était au courant. Monsieur Lacombe également, qui me félicite, l'ensemble de la brigade. Mais j'ai pas mis la veste tout de suite. J'ai attendu à peu près une semaine. Mais vous savez, le premier jour où on met cette veste, qu'on la met sur nous et devant sa brigade, c'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est une lourde responsabilité. Parce qu'on sait automatiquement que le regard va changer. Cette image-là, elle me restera pour toute ma vie. Et ce clin d'œil que M. Paul me fait sur l'estrade, je dis c'est quand même assez incroyable. On nous regarde différemment. Les 3 pâtés de la 5, je peux enlever, chef. On attend de nous l'excellence. On attend de nous une transmission qui soit faite dans l'art et la manière. On devient meilleur de France quand on a un savoir-être et un savoir-faire. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes dans le port du col bleu, blanc, rouge. Il ne suffit pas d'être bon professionnel. Il faut avoir une certaine attitude, d'essayer d'être juste avec les personnes qui nous entourent, d'essayer d'avoir toujours la même vision, le même chemin, et de se donner la peine de faire bien et de montrer à nos jeunes cuisiniers, jeunes ou moins jeunes, que l'excellence, elle vient par les efforts personnels. Moi, je suis aux garnitures. Donc, c'est ce qui accompagne tous les plats. Carottes au beurre, pommes dorées et gratin de macaroni.
Donc ça, c'est mon boulot de tous les jours. On travaille des produits frais et des produits locaux et ils sont axés énormément sur la gastronomie lyonnaise. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé pour apprendre déjà le vrai métier de cuisinier. Et surtout, ce qui m'a vraiment donné envie de venir ici, c'est que c'était un meilleur ouvrier de France. Donc ça aide énormément. Il a beaucoup d'expérience, donc c'est entre autres pour ça que je suis venu ici. Alors après, effectivement, on devient beaucoup plus performant au fil des années grâce aux ouvriers qui nous entourent, qui nous donnent aussi l'envie de se surpasser. Vous savez, eux se nourrissent de nous, mais nous, on se nourrit également d'eux. Hein. Ça, pour ce qui me concerne, c'est primordial. Avoir des bons ouvriers autour de soi, c'est très gratifiant. C'est un moment, comment je veux dire, c'est des moments sensationnels parce que on parle de produits, il y a des échanges, on sent qu'il y a l'envie, il y a cette passion qui est entre les ouvriers et ça c'est important. Et effectivement, ça pour moi ça fait partie du savoir-être. Ben aujourd'hui, j'en ai qui se sont installés. Alors ce qui est génial, c'est ça. Il y a Dimitri Datrino. Quand il arrive au Lion de Lyon, quand je vous dis qu'il ne savait pas tenir un couteau dans sa main, il ne savait pas tenir un couteau dans sa main. Il ne savait strictement pas faire grand-chose de ses doigts. Prends le temps qu'il faut. C'est pas un concours de rapidité. Tu es là pour apprendre. Je veux que tu fasses la chose comme je le demande. Même si tu me mets 2 heures de temps, c'est pas grave. Ça, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut pour que ce soit bien fait. Puis, il va se baisser, il va se couper tous les jours. Et puis, au fil du temps, étant donné que c'est quelqu'un qui était déterminé dans sa démarche, voilà, il a réussi à avoir son CAP, il a vadrouillé, et puis aujourd'hui, il a 2 restaurants sur Lyon quand même. Hein. Tu vois, regarde. Tu vois la différence de couleur entre ça et ça? Ben voilà. En fait, il faut que tu procèdes comme ça. Cannelle. Pêché. Elenco du monde, il y a des qui sont. Derrière, on ira avec une quenelle, une tête de bon plat, un cœur pour 2, tête de bon plat, on dresse. Ça marche, un couvert en direct, une cervelle. Il y a 3. C'est vous avez 3. 5 là-dedans. Je couvert un pâté à foie gras, sur une quenelle, une tête de bon plat. Chef. Quand on se rencontre entre meilleurs ouvriers de France, quelle que soit la classe, on se tutoie tout de suite. C'est une sorte de famille. C'est toujours de la joie, du partage, et puis que ce soit des anciens ou des nouveaux, ils ont toujours quelque chose à raconter, comme moi j'ai quelque chose à raconter. Il y a une chose qui est importante quand on veut devenir meilleur ouvrier de France, quelle que soit la discipline, il faut aimer les gens. Il faut aimer leur faire plaisir. Parce que notre métier, durant toute notre carrière, ne sera fait que de donner du plaisir à notre clientèle. Donc forcément, il faut qu'il y ait de la passion à l'intérieur de ça. Il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait ce côté de transmission des meilleurs ouvriers de France, cette envie de partager, que ce soit un plat, que ce soit également de la technicité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez primordial pour un jour avoir l'envie de passer le concours des meilleurs ouvriers de France.